Bonjour, bonjour. Je vous ai laissé la dernière fois, après la venue au monde de ma ravissante petite fille, dont la couleur caramel ne laissait aucun doute sur ses origines hawaïennes, ce qui avait fait fuir Archie sans retour. Après la naissance de ma fille et le départ brutal d'Archie, j'étais tellement choquée, épuisée que je m'effondrais littéralement, physiquement et moralement, incapable de m'arrêter de pleurer et gisant comme une loque sur mon lit, ce qui finit par faire pleurer mon bébé, sûrement perturbé d'entendre sa mère se répandre en gémissements alors que j'aurais dû la serrer dans mes bras, l'air extasié. Heureusement, dès que ma petite fille se mit à gémir, mon instinct maternel se réveilla immédiatement et je demandai à ma mère de la mettre dans mes bras. Ayant séché mes larmes, je pus enfin prendre le temps de regarder cette nouvelle petite merveille que je venais de mettre au monde. Et Dieu merci, la vague d'amour et de fascination qu'elle suscita en moi fit passer tout le reste au second plan. Cette petite créature gracieuse avait donc la peau mate et les yeux dorés en amande de son papa, mais elle avait les cheveux blonds, ce qui lui donnait un aspect un peu surnaturel et une luminosité exceptionnelle. Elle me regarda d'un air circonspect, se demandant certainement si cette personne qui braillait 2 secondes plus tôt pourrait lui être d'une quelconque utilité. J'eus d'ailleurs l'impression qu'elle essayait de tourner sa tête vers ma mère d'un air de dire « Tu es sûre qu'elle est apte à s'occuper de moi ?» Cependant, au bout de quelques secondes, je lui parlais doucement en lui expliquant la situation, en lui disant que son papa était un bel Hawaïen, dieu des flots, et que si nous avions tous été surpris en la voyant, cela venait du fait que j'étais mariée à un autre monsieur et que je pensais que mon bébé serait de lui. Mais je m'empressais d'ajouter que sa venue sur Terre m'emplissait d'une joie indicible, ainsi que toute la famille, et qu'elle serait très heureuse avec nous. Ma petite fille sembla m'écouter avec attention et analyser ce que je venais de lui raconter. Je dois rappeler que j'ai toujours cru à la réincarnation et que les bébés à leur naissance étaient capables de comprendre tout ce qu'on leur disait. Après mon discours, nous nous regardâmes toutes les deux au fond des yeux et je lui dis que pour lui prouver que son arrivée me comblait de bonheur, je lui donnerais le prénom Kala, ce qui voulait dire princesse en hawaïen, comme me l'avait expliqué Kanoa, son papa, au début de notre histoire. Mon petit bout de fille me regarda et cligna légèrement d'un œil, comme si elle me disait « Ok, drôle de dame qui prétend être ma mère et que je suis bien obligée de croire, ce prénom me convient. » C'est ainsi qu'après avoir réussi à me mettre péniblement debout et à sortir de ma chambre, je me rendis sur le palier du premier étage avec ma fille dans les bras. Et devant mes enfants et tous les habitants du Petit Plaisir entassés dans le grand escalier, je dis d'une voix forte, en pleurant, mais de joie cette fois-ci, « Je vous présente Kala, une petite princesse hawaïenne qui est venue sur Terre pour ensoleiller nos vies, comme nous allons ensoleiller la sienne. » Une clameur de joie monta des marches et tous se mirent à chanter « Elle est née, la divine enfant » dans toutes les langues, en anglais, en français, en chinois et même en yiddish. Ma petite Kala venait de faire une entrée spectaculaire dans le monde et elle considérait tous ces gens d'un air bienveillant, semblant avoir trouvé sa place dans mes bras et ayant l'air de se dire qu'elle aurait pu finalement plus mal tomber. Les jours qui suivirent la naissance, je fus tellement occupée avec mon bébé et les allées et venues incessantes dans ma chambre que je n'eus ni le temps ni la force de penser à autre chose qu'à nourrir régulièrement mon bébé et à dormir dès que je pouvais. Les habitants du Petit Plaisir se succédaient autour de mon lit tout au long de la journée, car ils étaient fascinés par cette petite fille, à la fois bronzée et dorée, qui ressemblait à une fée des îles. Elle les rendait tous gâteux, y compris mes enfants qui se la disputaient. Lorsque ma chambre devenait enfin calme le soir et que la dernière tétée était passée, je m'écroulais d'un sommeil de plomb. Bien entendu, le départ d'Archie et le sentiment de l'avoir trahi de la pire manière ne quittaient pas mon esprit. Mais mon cerveau était accaparé par mon enfant et je n'arrivais pas à le faire fonctionner correctement pour trouver une solution qui me ferait obtenir son pardon. Les semaines passèrent sans nouvelles de lui. Et un jour, Andrew, le mari de Claudine, à qui je demandais sans cesse s'il avait pu parler à Archie, vint me voir tout dépité pour me dire qu'il ne voulait plus entendre parler de moi. Il avait d'ailleurs refusé toutes les communications lorsque j'appelais son aérodrome anglais. Je lui avais envoyé une lettre dans laquelle je lui expliquais que si je ne lui avais pas avoué que j'avais eu une relation avec Kanoa avant que nous nous retrouvions à Biarritz, c'était précisément pour ne pas risquer de le perdre à nouveau. Je lui disais aussi que lorsque nous avions enfin pu habiter ensemble au Petit Plaisir et vivre notre amour au grand jour après toutes ces années, j'avais mis ma relation avec mon Hawaïen dans un coin très reculé de ma mémoire, occultant totalement les rapports que nous avions eus à Biarritz. Je n'avais pas envisagé une seconde qu'il pourrait avoir pour conséquence le petit fruit que je portais dans mes entrailles, tant je m'étais convaincue qu'il était de lui, mon Archie, car cela me paraissait être le couronnement de notre amour. Je concluis en disant qu'il était le seul homme que j'aimerais jamais, et que j'étais prête à tout pour qu'il me pardonne. Mais la lettre m'était revenue, non décachetée, ce qui m'avait fait l'effet d'un coup de poignard dans le cœur. Lorsque la petite Kala eut 1 mois, ma grand-mère décida qu'il fallait baptiser cet enfant. Et 3 semaines plus tard, Marmaduke, Sergei et Kuon, accompagnés de sa jolie May qu'il venait d'épouser, revenaient au Petit Plaisir pour le baptême de ma fille.
Je fis un effort surhumain pour cacher mon chagrin lorsque mes enfants, qui avaient récupéré le gang des papas, organisèrent une partie de ballon sur la pelouse. Je revoyais Archie se joignant à eux quelques mois auparavant pour entrer dans la mêlée en riant et soulever Flora ou Rocky dans les airs pour leur plus grand bonheur. Cet homme était fait pour avoir des enfants, et je lui avais enlevé son rêve si brutalement que je me demandais même s'il voudrait en avoir un jour après ce traumatisme. Cependant, il fallait absolument que je fasse bonne figure en entrant à l'église avec ma jolie petite fille en robe de dentelle blanche. Je la déposai délicatement dans les bras de sa grande sœur Flora, à qui j'avais attribué le rôle de marraine, ce qui la rendait fière au plus haut point. Le fils aîné de Claudine, Charlie, était le parrain, et il se tenait droit comme un i dans son petit costume marin, lui aussi extrêmement heureux d'être ainsi considéré et responsabilisé. En ce début août 1930, l'église était une fois de plus pleine à craquer, et ce fut un moment d'intense émotion et de joie. Si pour ma part je n'étais pas totalement convaincue par certains préceptes de la religion catholique, je sentais en revanche depuis toujours une force spirituelle puissante au-dessus de moi, dans laquelle je puisais espoir et courage lorsque je perdais de vue ma route. De plus, l'énergie positive dégagée par tous ces gens dans l'église semblait entourer mon bébé d'une aura protectrice qui me réchauffa le cœur au plus profond. La grande fête au château qui suivit le baptême fut cependant teintée de mélancolie, car la plupart de nos Américains, qui vivaient avec nous depuis plus de 8 mois maintenant, allaient quitter le petit plaisir pour s'installer à Paris ou au village, ou encore repartir dans leur pays dès les jours suivants. Cela allait faire un énorme vide, et je craignais un grand désespoir pour mes enfants qui vivaient entourés d'une joyeuse marmaille depuis le mois de novembre. Il fut donc convenu que les papas resteraient une semaine de plus après le départ des New-Yorkais afin d'assurer la transition. À la mi-août, après les embrassades à n'en plus finir et les promesses de se revoir très vite, le château se vida donc de 30 personnes, ce qui nous laissa pantelants pendant un bon moment. Les seuls qui restaient étaient Betty Harrison et ses 2 plus jeunes enfants, mais Dieu merci, nous étions assurés de revoir facilement tous ceux qui avaient trouvé un logement à Paris et viendraient nous rendre visite régulièrement. Une fois le calme revenu et les enfants un peu consolés, Sergueï organisa une réunion au sommet entre le gang des papas et moi dans le bureau. Même si je sentais qu'ils bouillaient tous de me dire ce qu'ils pensaient de ma conduite totalement irresponsable et égoïste avec Archie, je crois qu'ils se retinrent par charité en voyant ma peine. Andrew s'était joint à eux en tant que meilleur ami d'Archie, et il leur expliqua que ce dernier ne voulait même plus qu'on prononce mon prénom en sa présence. Marmaduke me dit très gentiment qu'il allait sans doute lui falloir beaucoup de temps, mais qu'Archie m'aimait d'une manière indéfectible et qu'il finirait par me revenir, et qui sait, peut-être aurions-nous un enfant, bien à lui cette fois-ci. Mais la moue dubitative que fit Andrew en disant qu'il ne connaissait personne de plus têtu qu'un Écossais me glaça le sang. Puis, Kuon me demanda si j'avais prévenu mon Hawaïen de l'heureuse nouvelle. Je lui répondis que j'avais cherché à obtenir son adresse sur l'île, mais que les héritiers d'Ernest, le vieil homme par lequel nous avions connu Kanoa à Biarritz, ne l'avaient pas. Et comme nous n'étions pas censés nous revoir, Kanoa ne me l'avait pas donné en me quittant. Je ne savais donc pas à qui m'adresser pour lui faire parvenir la lettre l'informant de la naissance de sa fille. Kuon me dit que May et lui avaient prévu d'aller passer leur lune de miel précisément dans les îles du Pacifique. Et il me dit donc qu'une fois à Hawaï, il se débrouillerait pour retrouver Kanoa et lui expliquer la situation. Des photos de Kala avaient été prises au moment du baptême. J'en glissai une dans l'enveloppe contenant la lettre destinée à Kanoa, et je confiai donc le tout à Kuon et May. Une semaine plus tard, les jeunes mariés, ainsi que Marmaduke et Sergueï, quittaient le petit plaisir, et nous nous retrouvâmes seulement en famille, hormis cette chère Betty et ses 2 jeunes enfants. Le contre-coup de toute cette période fut épouvantable pour moi. Et en dehors des moments où mes enfants étaient là et où je livrais une terrible bataille pour faire semblant d'aller bien, je me traînais comme une loque, en état de dépression profonde. Le coup de grâce me fut porté, bien malgré lui, par Mike, le mari de maman, qui vint me trouver dans ma chambre un matin où je traînais au lit, tandis que mon bébé dormait. Il frappa doucement et me demanda s'il pouvait me parler, ce qui m'inquiéta immédiatement et je lui demandai si maman allait bien. Il me dit que tout allait bien mais que c'était de moi qu'il s'agissait. Puis il me prit les mains en disant qu'Archie lui avait envoyé un courrier, ce qui me fit battre le cœur à une allure folle. Mais à la tête de Mike, je compris que ça n'allait pas être une bonne nouvelle. Ce dernier me dit en effet qu'Archie l'avait contacté car il savait que Mike était avocat et que ce serait donc sûrement lui qui me représenterait pour le divorce. Il avait donc fait parvenir tous les papiers que je devais signer. À ces mots, je crus que j'allais perdre connaissance. À peine 6 mois après notre mariage, l'homme de ma vie demandait le divorce et m'excluait définitivement de la sienne. La douleur était telle que je me pliais en deux comme si on m'avait donné un coup de poing dans le ventre. Le pauvre Mike, affreusement désolé de m'avoir mise dans cet état, appela maman et Marie-Antoinette à la rescousse. Et ce ne fut qu'en régressant totalement et en revenant à l'état de petite fille sous les gestes apaisants de mon ancienne nounou et des mots d'amour de maman que je parvins à calmer au bout d'un quart d'heure les violents sanglots qui secouaient mon corps. Je signai les papiers comme une automate. Et les semaines qui suivirent, ma grand-mère fut obligée de mentir à mes enfants
en disant que j'avais un contre-coup à l'accouchement, comme cela arrivait parfois, et que je devais garder la chambre un moment afin de me reposer au maximum pour récupérer. Au bout de 15 jours, cependant, Épiphanie entra dans ma chambre pendant que je donnais le sein à Kala, qui, malgré le chagrin de sa maman, se développait de jour en jour et faisait la joie de tous avec son charme irrésistible, y compris la mienne, à travers mes larmes. Ma grand-mère me dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, et que si je faisais une dépression, je devais voir quelqu'un qui m'aiderait à m'en sortir. Puis elle me dit que la veille au soir, lors d'un dîner parisien organisé par une de ses vieilles amies qui avait épousé un prince autrichien, elle était assise à côté du célèbre docteur Freud, qui avait mis au point une fameuse méthode d'analyse de l'état psychique des individus. J'avais bien évidemment entendu parler de ce docteur Freud, dont la réputation avait fait le tour du monde. Ses idées avaient fait scandale par le passé, mais sa méthode paraissait avoir d'étonnants résultats. Il avait été fort bel homme, et on lui prêtait diverses liaisons ainsi qu'une sexualité un peu ambivalente. Toutefois, en 1930, il avait déjà 74 ans et les portraits de lui qui circulaient montraient plutôt un vieillard austère qui ne donnait guère envie de se confier. C'est pourquoi lorsque ma grand-mère m'annonça qu'avant de repartir en Autriche, le docteur donnait quelques consultations ces jours-ci chez la princesse et que j'avais rendez-vous le lendemain à 2 heures de l'après-midi, j'oubliais totalement mon chagrin pour tomber à la renverse. Après avoir dit à Épiphanie que c'était elle qui était bonne à enfermer de m'avoir pris un rendez-vous avec ce manipulateur de cerveau, je levai les yeux au ciel et j'enfouis ma tête sous l'oreiller. Mais on le sait, ma grand-mère était tenace, et comme l'oreiller ne me bouchait pas complètement les oreilles, je pus entendre très distinctement: « Tu fais comme tu veux, ma chérie, mais si tu continues à être dans cet état pour ta petite Kala, ne t'étonne pas si elle développe un sentiment d'abandon plus tard. » Oh non, Freud avait déjà contaminé sa pensée. J'étais furieuse. Toutefois, au bout d'une heure, la réflexion d'Épiphanie sur la mère pitoyable que j'offrais à mon bébé et les conséquences que cela aurait, non seulement sur elle, mais sur mes autres enfants, me fit froid dans le dos, comme une douche glacée qui m'obligea à sortir de ma léthargie. Si ce bon docteur Zygmunt pouvait m'aider à redevenir la vaillante Zénaïde que j'étais avant, eh bien soit, j'irai au rendez-vous comme une guerrière, bien décidée à en ressortir, lavée de tout chagrin. Oh là là, j'aurais dû savoir depuis le temps que rien ne se déroulait jamais comme les plans de bataille que j'avais prévus. Et ce vieillard barbu allait me réserver bien des surprises. Archie? Oh, mais arrêtez de me faire le coup à chaque fois. Vous sonnez, puis après vous faites le mort pour bien me signifier votre colère. Je sais à quel point cette trahison est abominable pour vous. Enfin, vous ne trouvez pas que j'ai payé assez aussi? Allez, profitons maintenant. Je vais vous faire oublier tout ça. Alors je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.